Bienvenue dans cette 5e partie de la série de vidéos sur le langage JavaScript. Dans cette vidéo, je ferai un rappel rapide sur les structures de contrôle, puis nous verrons comment mettre en place des structures de contrôle conditionnelles en JavaScript. Comme prérequis pour suivre cette vidéo, vous devez avoir une bonne connaissance des structures de contrôle conditionnelles en algorithme et connaître des notions de base sur les variables en JavaScript. Si vous n'avez pas ces prérequis, alors je vous recommande de regarder 2 vidéos précédentes dont vous trouverez les liens en description. La première portant sur les structures de contrôle conditionnelles en algorithme et la seconde sur les variables en JavaScript. Dans la vidéo sur les structures de contrôle de la série de vidéos sur l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer, nous avons vu que par défaut, les instructions d'un programme sont exécutées de façon séquentielle en respectant leur ordre d'apparition dans le code source, et que l'objectif des structures de contrôle est de permettre de modifier le flot d'exécution d'un programme. Dans cette vidéo, nous avons également vu qu'il existe 3 structures de contrôle, à savoir les séquences, qui permettent l'exécution d'un programme de façon séquentielle, les sélections qui permettent d'exécuter une instruction ou une suite d'instructions en fonction d'une condition donnée, et enfin les itérations qui permettent de répéter une instruction ou une suite d'instructions en fonction d'une condition donnée. Comme dit dans l'introduction, nous nous focaliserons dans cette vidéo sur comment mettre en place les sélections, encore appelées structures conditionnelles en programmation. Un petit rappel avant de continuer, c'est qu'on dit qu'une valeur ou une expression est true si sa conversion vers du booléen est égale à true. Et on dit qu'une valeur est false si sa conversion vers du booléen est égale à false. Comme en algorithme, les structures conditionnelles existent en JavaScript sous 3 formes. Nous allons donc passer en revue ces 3 formes de structures conditionnelles. Avant de continuer, nous allons mettre en place un petit environnement qui nous permettra de tester ce que nous allons apprendre durant cette vidéo. Pour cela, je vais me rendre dans mon explorateur de fichiers. Je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer ici test.js. Je vais ensuite me rendre dans mon éditeur de test. Je vais ouvrir le dossier en question. Donc, je prends le dossier test.js. Donc à l'intérieur de ce dossier, je vais créer 2 fichiers. Donc le premier représentant une page HTML de test et le second représentant un fichier JavaScript que je vais lier à ma page HTML de test. Donc nous allons utiliser ce fichier pour réaliser les tests durant cette vidéo. Donc du coup, je crée ici un nouveau fichier que je vais nommer index.html. Je crée un second fichier que je vais nommer, par exemple, je peux nommer ça index.js ou main.js. Donc ici, je vais créer la structure d'une page HTML normale. Donc je mets ici HTML. Structure d'une page HTML normale. Donc ici, je l'ai généré en utilisant mon éditeur de test, mais j'aurais pu l'écrire manuellement. Donc là, je vais juste enlever les éléments dont je n'ai pas besoin. Donc je vais supprimer tout ça. Je peux enlever ça également. Le laisser. Je vais juste mettre FR ici pour dire que c'est du français. Donc ce dont nous avons besoin ici, c'est de lier juste le fichier index.js à notre page HTML pour pouvoir faire des tests. Donc ici, je vais juste sur ma page, je mets juste un test. Je mets ici du H1 par exemple. Je mets ici JS. Je vais ensuite lier mon fichier index.js à la page. Donc nous avons vu lors d'une précédente vidéo que pour le faire, il suffit d'insérer ici une balise script. Donc je fais script. Donc je précise l'attribut src de cette balise en lui donnant le chemin comme valeur, le chemin vers le fichier index.js. Donc je fais index.js dans mon cas. J'enregistre là. Je vais donc maintenant passer je reviens à mon éditeur à mon explorateur de fichiers. Je prends le dossier en question. Je vais ensuite ouvrir le fichier représentant ma page HTML de test dans mon navigateur. Donc lorsque j'ouvre ma page, j'ai une présentation de la page comme suit. Donc pour le moment, je n'ai rien. Donc ici, pour tester que
le fichier JavaScript est bien lié à ma page. Je vais retourner dans mon éditeur de test ici. Donc là, je vais juste ajouter un code JavaScript pour l'affichage d'un message afin de savoir si ou non, si le fichier est bien lié à ma page. Donc je fais ça, je vais juste réduire un peu la taille de la page HTML. Donc je retourne maintenant dans mon fichier index.html ici. Donc je vais juste mettre un message qui me permettra de vérifier que le fichier est bien lié à ma page de test. Donc je mets juste ici alerte, je mets test Toto par là. Donc j'enregistre, je viens là, j'actualise ma page. J'ai le test Toto que j'ai mis ici qui s'affiche bien. Donc cela me montre que mon fichier JS est bien lié à ma page HTML de test. Donc à partir de là, nous n'aurons plus vraiment besoin d'éditer le contenu de ce fichier. Donc ce que je peux faire, je peux le fermer et le mettre de côté. Après le test, nous pourrons effacer le contenu de notre fichier. Donc j'actualise de nouveau ma page et là je n'ai plus rien. Maintenant que nous avons terminé avec la mise en place de notre environnement de test, nous pouvons maintenant passer en revue les différentes formes de structure conditionnelle que nous avons en JavaScript. Nous avons la première forme de la structure conditionnelle appelée si fin si en algorithme qui se traduit comme suit en JavaScript. Il faut noter que le si est juste remplacé par le if qui est l'équivalent du si en anglais. Les conditions en début et fin que nous avons généralement en algorithme sont remplacées par des paires d'accolades ou once et ferments. La sémantique derrière cette syntaxe, c'est que pour une condition donnée, on évalue la condition ou l'expression en question. Lorsque l'évaluation de cette expression ou de cette condition retourne une valeur qui est true, alors on exécute l'instruction ou la suite d'instructions qui est indiquée ici. Pour tester cette première forme, nous allons réaliser un petit test. Donc nous allons ici écrire un petit programme où nous allons demander à un utilisateur de saisir un nombre. Suite à la saisie, nous allons afficher un message à l'utilisateur pour lui dire si le nombre saisi est un nombre pair ou pas. Donc nous allons utiliser les notions de la vidéo précédente. Donc nous allons créer ici une variable que nous allons nommer nombre. Donc on va utiliser la commande prompt pour demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Donc ici je mets saisir une valeur ou bien saisir un nombre. Saisir un nombre. Ensuite, je vais mettre en place ma structure conditionnelle ici. Une chose à noter, c'est que la valeur retournée par la commande prompt est une chaîne de caractères. Donc si on vérifie ici simplement la valeur, ici si je fais par exemple console.log et que je fais typeof de nombre, je retourne dans mon éditeur je retourne dans mon navigateur. Donc ici, je vais ouvrir mon outil de développement. Donc je fais ici outil de développement. Donc je prends la partie console pour pouvoir juste voir les messages qui vont s'afficher dans la console. Donc j'actualise ma page. Donc supposons que je saisisse la valeur de... Malgré que j'ai saisi ici une valeur qui est un nombre, lorsque je fais OK, on voit que la valeur affichée par le typeof que nous avons mis ici nous dit que la valeur un nombre est une chaîne de caractères. Parce que le prompt, en récupérant les valeurs de l'utilisateur, les retourne comme étant une chaîne de caractères. Donc du coup, nous devons, si nous voulons faire une vérification en supposant que la valeur ici est un nombre, c'est-à-dire un entier ou un réel, il va falloir procéder à une première conversion de cette valeur vers une valeur entière ou réelle, c'est-à-dire un nombre, avant de procéder à son utilisation. Donc pour réaliser cela, nous avons deux façons de le faire. Soit je peux faire ceci. Je peux procéder dans un premier temps à une conversion en utilisant le signe plus, comme ça directement. Donc lorsque je mets plus devant une valeur en JavaScript, cela dit au moteur JavaScript de convertir la valeur, tout ce qui est ici, tout ce qui vient après le plus, c'est-à-dire tout ça, de convertir la valeur qui se trouve à droite du plus, de le convertir vers du number. Donc ce qui fait que si je fais par exemple ceci, supposons que je fasse ceci, si je fais const
que je mets par exemple t et que je lui donne la valeur de, comme ça, et que je fais ici console log de plus t, comme ça, ou que je convertis plutôt, supposons que je convertisse plutôt la valeur t, que je convertisse ça vers un nombre par exemple, que je mette par exemple nb comme ça, supposons que je fasse cette conversion. Donc si je fais par exemple type of t ici, donc je vais mettre ici t comme ça, donc cela va m'afficher t suivi du type de t. Donc je vais copier cela et je fais la même chose pour la valeur n. nb plutôt, nb. Donc lorsque j'enregistre là, que je retourne dans mon éditeur, dans mon navigateur et que j'actualise ma page ici. Je vais juste mettre ça à côté. Donc ici, c'est la valeur de nombre. Donc je mets nb ici, nb. Je vais dans un premier temps enlever, mettre en commentaire le prompt pour ne pas nous bousculer dans le... Donc là, je vois que t, la valeur t est une chaîne de caractères et que la valeur nb ici est de type number parce que j'ai procédé à la conversion ici de la valeur t qui était une chaîne de caractères vers du nombre, vers du nombre ou du réel. Donc ce qui fait que nb ici devient un nombre. Donc du coup, si nous voulons utiliser une valeur que nous récupérons de l'utilisateur et que nous voulons utiliser cette valeur en tant que nombre, il va falloir dans un premier temps procéder à sa conversion avant de l'utiliser. Donc la deuxième façon de faire cette conversion, c'est d'utiliser directement la fonction parseInt. Donc il y a une fonction parseInt, donc parseInt comme ça, en JavaScript qui nous permet de convertir une chaîne de caractères vers du nombre. Donc du coup, je peux faire t comme ça. Donc nous avons un deuxième paramètre qui nous permet de préciser la base de conversion. Parce qu'il y a plusieurs bases de conversion en mathématiques. Il y a par exemple la base binaire, la base de 10, etc. Donc par défaut, cette valeur est égale à 10. C'est-à-dire la base 10 que nous utilisons généralement. Donc si je veux convertir vers de la base 2, je peux mettre 2 ici, etc. Donc là, je le laisse comme ça. Donc si je retourne dans mon éditeur, dans mon navigateur, que j'actualise la page, j'ai toujours le même résultat. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a deux façons de convertir des valeurs vers des entiers ou des nombres réels en JavaScript. Donc soit on utilise parseInt, soit on utilise le signe plus directement comme ça. Donc je profiterai à chaque fois pour parler de ces petites notions ou de ces façons de faire lorsque l'occasion se présente. Donc nous pourrons maintenant retourner à notre sujet initial qui consistait à récupérer la valeur de l'utilisateur, puis à lui afficher un message pour lui dire si cette valeur est la valeur saisie ou le nombre saisi est un nombre pair ou pas. Donc dans ce cas, je vais juste procéder dans un premier temps à la conversion de la valeur vers un nombre avant de l'utiliser. Donc en utilisant le signe plus ici. Donc je vais ensuite utiliser la première forme de la structure conditionnelle. Donc je vais faire ici if. Donc pour vérifier si un nombre est pair ou pas, il suffit de calculer son modulo. Donc si le modulo d'un nombre est égal à 0, cela veut dire que le nombre en question est pair. Donc ici on va juste afficher un message à l'utilisateur. Donc on va dire ici console.log. Donc on va lui afficher un message pour lui dire que le nombre qu'il a saisi est pair. Donc le nombre est pair. Donc on enregistre, on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je retourne maintenant dans mon navigateur. J'actualise la page. Donc on me demande de saisir un nombre. Donc je mets par exemple le nombre 10 par exemple.
Je fais OK. Donc on me dit que le nombre est pair. Je refais le test. Je mets la valeur 3. Je fais OK. Là, je vois que je n'ai aucun message et c'est normal. Pourquoi? J'ai dit, on a vu tout à l'heure que la condition, l'instruction ici ou la suite d'instructions indiquées entre les paires d'accolades sont exécutées seulement lorsque la condition ici est vraie. Donc si on retourne à la syntaxe, on a vu ici que l'instruction ou la suite d'instructions indiquée ici est exécutée seulement si cette condition est vraie. Donc si cette condition n'est pas vraie, rien ne sera exécuté, ce qui explique ce que nous avons ici. Donc dans notre cas, nous avons mis la valeur 3 qui n'est pas paire. Du coup, vu que cette condition 3 modulo 2 ne vérifie pas cette condition, du coup, cette instruction n'est pas exécutée. Raison pour laquelle nous n'avons rien dans la console ici. Donc nous pouvons aller plus loin et faire un deuxième test et dire par exemple que sur le nombre, le modulo 2 du nombre saisi par l'utilisateur est différent de 0. Donc on va faire ça. Si la valeur est différente, la vérification, si le modulo est différent de 0, ça veut dire que le nombre est impair dans ce cas. Donc on fait console.log, on va dire dans ce cas le nombre est impair. Donc cela nous permet de couvrir le second cas que nous n'avons pas couvert avec cette condition ici. Donc on retourne dans notre éditeur, dans notre navigateur, on refait le test. Donc là je mets 3. Donc là maintenant j'ai le message qui me dit que le nombre est impair. Donc je peux refaire encore un test. Je mets par exemple la valeur 4. Donc on me dit que le nombre est pair. Donc là nous venons de faire un test qui nous a permis de mettre en place un petit programme en utilisant la première forme de la structure conditionnelle qui est le si, fin si en algorithme. Nous avons la deuxième forme de la structure conditionnelle qui est représentée en algorithme par le si, sinon, fin si, et qui se traduit en JavaScript comme suit. Donc la syntaxe de la deuxième forme de la structure conditionnelle en JavaScript est le suivant. La sémantique derrière cette syntaxe, c'est que nous procédons dans un premier temps à la vérification de la condition se trouvant ici. Lorsque cette condition, l'évaluation de cette condition retourne une valeur qui est true, alors on procède à l'exécution de l'instruction ou de la suite d'instructions indiquée ici. Si l'évaluation de cette condition retourne une valeur qui est false, alors on procède à l'exécution de l'instruction ou de la suite d'instructions qui est indiquée ici. Donc pour résumer, l'instruction ou la suite d'instructions indiquée ici est exécutée seulement lorsque cette condition indiquée ici est vraie. Sinon, on procède à l'exécution de l'instruction ou de la suite d'instructions indiquée ici dans ce cas. Donc nous allons procéder également à un petit test. Donc nous allons modifier un peu notre test de tout à l'heure pour utiliser cette deuxième forme. Il faut noter que la deuxième forme de la structure conditionnelle peut être utilisée lorsque nous avons deux conditions qui s'excluent mutuellement. On dit de deux conditions qu'elles s'excluent mutuellement lorsque les deux conditions ne peuvent pas être vraies au même moment. Cela implique donc que la vérification de l'une exclut systématiquement la vérification de l'autre. Comme exemple, une pièce de monnaie est soit tirée pile, soit face. Et pour une télé, elle est soit allumée, soit éteinte, mais pas les deux à la fois. Si nous reprenons notre exercice de tout à l'heure où il fallait demander à l'utilisateur un nombre puis de lui afficher si le nombre en question est pair ou pas, si nous analysons un peu ces deux conditions, on remarque que ces deux conditions s'excluent mutuellement. C'est-à-dire que le nombre saisi par l'utilisateur est soit pair, soit impair. Mais on ne peut pas avoir un nombre qui est à la fois pair et impair. Nous pouvons donc utiliser la deuxième forme de la structure conditionnelle pour modifier ce code et répondre quand même aux besoins initiels. Donc nous avons vu tout à l'heure que pour la deuxième forme, si nous revenons à la syntaxe, donc il suffit d'utiliser un else pour couvrir le cas alternatif ou le second cas. Donc si nous revenons ici, nous pourrons juste remplacer la deuxième condition. Au lieu de faire une deuxième vérification de condition ici, nous venons de constater que les deux conditions s'excluent mutuellement. Donc soit le nombre est pair, soit le nombre est impair. Donc on peut remplacer cette deuxième vérification par un simple else comme ça.
Donc en faisant ainsi, on utilise la deuxième forme de la structure conditionnelle pour résoudre le problème. Donc on va juste enregistrer cela et tester ce que ça donne. Je vais ensuite retourner dans mon navigateur pour tester cela. Donc j'actualise ma page. On demande à l'utilisateur de saisir un nombre dont je mets par exemple 15. Je fais OK. Donc on me dit que le nombre saisi est impair. Je fais un deuxième test, je saisis la valeur 4 par exemple. Donc on me dit que le nombre saisi est pair. Donc le programme fonctionne comme initialement en utilisant la deuxième forme de la structure conditionnelle. Nous avons enfin la troisième forme de la structure conditionnelle qui est représentée en algorithme par le si, sinon, si, fin si, et qui se traduit en JavaScript comme suit. Il faut noter que cette troisième forme est utilisée lorsque nous avons plus de deux conditions qui s'excluent mutuellement. La sémantique derrière cette syntaxe est qu'on procède à la vérification d'une condition donnée. Dans ce cas, condition 1. Lorsque l'évaluation de cette condition retourne une valeur qui est true, alors on procède à l'exécution de l'instruction indiquée ici, c'est-à-dire l'instruction associée à la vérification de cette condition. Si la condition, l'évaluation de cette condition retourne une valeur qui est false, alors on procède à la vérification de la deuxième condition ici. Lorsque l'évaluation de cette condition retourne une valeur qui est true, alors on procède à l'exécution de l'instruction ou de la suite d'instructions associée à cette condition, à la vérification de cette condition. Donc on procède ainsi jusqu'à ce que on arrive au cas else. Donc lorsqu'on arrive au cas else, ça veut dire que aucune des conditions initiales précisées ici, cela veut dire que l'évaluation d'aucune des conditions précédentes ici n'a retourné une valeur qui est true. Et dans ce cas, on exécute l'instruction qui est indiquée ici. Donc cette instruction sera exécutée seulement lorsque l'évaluation des conditions précédentes, c'est-à-dire dans notre cas, condition 1, condition 2 et condition 3, vont retourner false. Et c'est seulement dans ce cas qu'on exécute l'instruction ou la suite d'instructions associée au cas else. Pour tester cela, nous allons encore réaliser un petit test. Donc cette fois-ci, nous allons demander à l'utilisateur de saisir un nombre et nous allons lui afficher un message pour lui indiquer si le nombre qu'il a saisi est soit un nombre négatif, soit un nombre positif ou si le nombre saisi est nul. Donc nous allons réutiliser le code précédent jusque nous allons utiliser cette fois-ci la troisième forme pour pouvoir répondre aux besoins. Donc ici je fais si le nombre saisi par l'utilisateur. Donc si nous analysons un peu ce que nous voulons faire, nous avons trois conditions qui s'excluent mutuellement. Donc nous avons soit le nombre est négatif, soit le nombre est positif ou soit le nombre est nul. Donc nous avons ces trois cas qui s'excluent. Donc nous allons mettre en place une structure conditionnelle pour répondre à ce besoin. Donc on va dire dans un premier temps, si la valeur saisie, c'est-à-dire si le nombre est inférieur à 0, dans ce cas, il faut afficher un message à l'utilisateur pour lui dire, donc on fait console log, on va lui afficher un message pour lui dire que le nombre est négatif. Le nombre est négatif. Le nombre est négatif. Donc sinon, donc on va faire le else if. Donc on va utiliser la deuxième condition. Donc si nombre est supérieur à 0, alors là on va lui afficher le message le nombre est positif. Donc si aucune de ces conditions n'est vérifiée, c'est qu'on tombe dans le dernier cas qui est le cas alternatif. Le dernier cas alternatif qui est le cas du nul. Donc on va dire simplement ici que la valeur, le nombre est nul. Donc le nombre est nul. Le nombre saisi est nul.
Donc on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc on a le if, else if et puis le else. Donc on a ces trois conditions qui s'excluent mutuellement. Donc j'enregistre, je retourne à mon... Je vais donc passer au navigateur pour tester cela. Donc j'actualise ma page. On me demande de saisir un nombre. Je mets par exemple 10. Donc je fais OK. Donc on me dit que le nombre que j'ai saisi est positif. J'actualise ma page de nouveau. Je mets la valeur 0. On me dit que la valeur que j'ai saisie est nulle. Donc je vais faire un dernier test. Donc je saisis une valeur qui est négative dans ce cas. Donc je mets moins 12 par exemple. On me dit que la valeur est négative. Donc là c'est un problème d'affichage. Je vais remplacer ça juste par ça. Donc je refais le test pour le cas du négatif. On me dit que le nombre est négatif. Donc cela montre bien que mon petit programme que j'ai mis en place ici fonctionne bien en utilisant la troisième forme de la structure conditionnelle. Avant de terminer cette partie, nous allons voir une forme particulière de sélection qui est le switch case. Le switch case est une forme particulière de sélection qui peut être utilisée pour remplacer la troisième forme de la structure conditionnelle lorsque cette dernière se résume à une comparaison à une liste de valeurs prédéfinies. La syntaxe de cette forme particulière de sélection se présente comme suit. Il faut noter que son fonctionnement se fait par étapes. D'abord, on procède à l'évaluation d'une expression donnée, puis on compare le résultat issu de cette évaluation à une liste de valeurs prédéfinies. Donc dans notre cas, les valeurs prédéfinies sont les valeur 1, valeur 2, valeur n. Donc on évalue cette expression dans un premier temps, puis on compare le résultat issu de l'évaluation de cette expression à une liste de valeurs que nous avons définie. Si lors de la comparaison, le résultat issu de l'évaluation est égal à l'une de ces valeurs prédéfinies, alors l'instruction associée sera exécutée. Donc si on évalue cette expression et que le résultat issu de cette évaluation retourne valeur 1, alors c'est l'instruction ici ou la suite d'instructions ici qui sera exécutée. Donc si au contraire, cette évaluation d'expression retourne la valeur n, alors c'est cette instruction indiquée ici qui sera exécutée dans ce cas. Si au contraire, lors de la comparaison, le résultat issu de l'évaluation de l'expression ici ne correspond à aucune des valeurs prédéfinies, c'est-à-dire valeur 1, valeur 2 et valeur n dans notre cas, alors l'instruction associée au cas par défaut nommé default ici sera exécutée si elle est précisée. Il faut comprendre par là que le cas default n'est pas obligatoire. Donc on peut avoir un switch case sans le cas default. Il faut noter que l'instruction break ici permet d'interrompre l'exécution des lignes suivantes et de reprendre l'exécution du code après la fin de la structure de contrôle switch. Nous allons donc réaliser quelques tests pour mieux comprendre le fonctionnement du switch case. Supposons que nous voulons écrire un programme qui permet d'afficher le nom du jour de la semaine à un utilisateur en se basant sur le numéro du jour. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur aura à saisir la valeur 1, on va lui afficher lundi. Et lorsque l'utilisateur aura à saisir la valeur 7, on va lui afficher dimanche. Ainsi de suite. Nous avons ici un programme qui utilise la troisième forme de la structure conditionnelle pour résoudre le problème. Donc nous allons dans un premier temps tester cela pour voir ce que ça donne. Donc je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. On me demande de saisir le numéro du jour. Je mets par exemple 2, donc je m'attends à avoir mardi. Donc j'ai mardi, je refais le test, je saisis par exemple 6. Je m'attends à avoir samedi. Donc j'ai samedi, donc le programme marche bien. Donc ici, on utilise une simple structure, la troisième forme de la structure conditionnelle pour résoudre le problème. Donc le programme, il est simple. On vérifie si la valeur saisie par l'utilisateur, si cette valeur est égale à 1. Dans ce cas, on affiche lundi. Si cette valeur est égale à 2, on affiche mardi, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en vous basant sur les connaissances que vous avez actuellement. Nous allons donc réécrire ce code en utilisant le switch case. Donc je vais mettre en commentaire tout ça. Je vais donc commencer par mettre en place mon switch ici. Donc je mets switch. Donc je précise ici l'expression que je veux évaluer. Donc dans mon cas, c'est jour
Donc, je vais évaluer cette expression et comparer cela à une liste de valeurs que je vais définir. Donc, pour chaque valeur prédéfinie, je crée un case. Donc, ici, je mets la valeur correspondant à la valeur, à une des valeurs prédéfinies. Donc, ici, je fais juste ça. Donc, je mets ici l'instruction à exécuter lorsque l'évaluation de cette expression va me retourner une valeur qui va correspondre à 1 dans ce cas. Donc, il me suffit de prendre ça et de le coller là. Donc, je vais dans un premier temps procéder à... à la mise en place du switch case sans le break pour vous montrer l'importance du break dans la mise en place du switch case. Donc, je vais juste récupérer le console log ici pour le cas de mardi. Donc, dans un premier temps, je vais juste m'arrêter là, exécuter le code et vous montrer l'importance du break dans la mise en place du switch case. Donc, si je retourne dans mon navigateur et que j'actualise ma page, lorsque je saisis la valeur 1, je m'attends à avoir seulement la valeur lundi. Mais regardons le résultat. Si je fais OK, donc on a lundi et mardi au lieu d'avoir seulement lundi. Donc on s'attend à avoir lundi parce qu'on a saisi une valeur qui est égale à 1. Mais malgré ça, on a cette instruction qui est également exécutée. La raison, elle est simple, c'est que le switch case procède à l'exécution lorsque le switch case trouve l'expression ou la valeur correspondant à l'évaluation de cette expression, elle procède à l'exécution de tout le code qui suit. L'instruction procède d'abord à l'exécution de l'instruction associée à la valeur ici et procède à l'exécution de tout le reste du code. C'est pour éviter ce comportement qu'on utilise l'instruction break pour indiquer au moteur JavaScript d'interrompre l'exécution des autres instructions. Donc en faisant cela, on indique au moteur JavaScript d'interrompre l'exécution des autres instructions. Donc s'il va se passer ici, l'expression sera vérifiée. Si la valeur correspond à 1, alors cette instruction sera exécutée. Arrivé ici, le moteur JavaScript va interrompre l'exécution du reste du code et continuer l'exécution après la fin du switch case. Donc pour éviter le comportement que nous venons de voir, il faut mettre des breaks à la fin des suites d'instructions qui sont associées aux valeurs que nous précisons ici. Donc c'est l'utilité du break. Ça permet d'interrompre l'exécution des autres instructions qui viennent après et de continuer l'exécution après la fin du switch case. Donc si je reviens maintenant à ce que nous étions en train de faire, si j'enregistre cette valeur, j'enregistre le code et que j'actualise la page, si ça saisit cette fois-ci la valeur 1, je n'ai plus le problème que j'avais tout à l'heure. Mais si nous avons d'autres cases ici, on aura toujours le même problème si nous n'utilisons pas le break. En supposant que j'ai un cas 3 ici. Et que j'ai par exemple là, mercredi ici. Donc ça veut dire que si l'utilisateur saisit la valeur, lorsque l'utilisateur, si j'enregistre là et que je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page, lorsque l'utilisateur va saisir la valeur 1, il n'y aura pas de problème. Parce que nous avons une instruction break ici qui interrompt l'exécution juste après l'affichage. Donc on n'a pas le problème, mais le problème va toujours se poser lorsque l'utilisateur va saisir par exemple la valeur 2. Donc dans ce cas, on aura encore mardi et mercredi qui vont s'afficher alors que ce n'est pas le résultat auquel on s'attend. Donc du coup, c'est pour vous montrer juste l'utilité du break que j'ai procédé ainsi. Donc il faut ajouter à chaque fois les breaks ici pour qu'on ait le résultat escompté. Donc je peux juste reprendre le code, faire ça. Donc je vais gérer les différents cases, donc je vais juste copier ça, enlever la valeur là. Donc je vais coller ça plusieurs fois et mettre les valeurs
les instructions associées. Donc lorsque c'est égal à 4, lorsque c'est égal à 5, 6, et 7. Donc du coup, il suffit de mettre les bonnes valeurs. Donc je vais juste faire ça. Samedi, vendredi et le cas du jeudi. Donc je copie tout ça. Je les ramène là. Donc je fais ça, 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 ça. Donc je vais juste coller les bonnes valeurs. Et là on est bon. Donc je vais juste tester cela pour voir ce que ça donne. J'enregistre, je retourne dans mon navigateur. Donc je mets par exemple la valeur 5. Je fais OK. Donc c'est vendredi, c'est bon. Je mets la valeur 3. Je m'attends à voir mercredi, c'est bon. Je mets la valeur 7. Je m'attends à voir le dimanche. Donc c'est bon. Je teste aussi la valeur 1. J'ai également lundi. Donc c'est bon. Donc ici, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai mis en place le switch case sans avoir un cas default. Parce que je n'ai pas besoin du cas default, j'ai essayé d'être le plus explicite possible. Donc on peut mettre en place un cas default ici, au cas où l'utilisateur saisirait, au cas où l'utilisateur mettrait ou saisirait une valeur qui n'est pas auquel on ne s'attend pas. Donc dans ce cas, on va lui dire, par exemple ici, on peut simplement lui dire, on peut dire ici par exemple aucun jour ne correspond à la valeur saisie. À la valeur saisie. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, j'actualise la page. Donc lorsque je fais le test cette fois-ci, que je mets par exemple la valeur 8, donc je m'attends à voir le message ici. Donc on me dit aucun jour ne correspond à la valeur saisie. Donc si je mets par contre une valeur qui est comprise dans l'intervalle, dans la liste des valeurs prédéfinies, j'ai le résultat escompté. Donc voilà pour l'utilisation du switch case. Donc on peut utiliser le switch case pour remplacer la troisième forme de la structure conditionnelle lorsque la vérification correspond à une comparaison à une liste de valeurs prédéfinie, comme nous l'avons ici. Pour maîtriser l'utilisation du switch case, nous allons procéder à un second exercice où nous allons demander à l'utilisateur de saisir le nom d'un jour de la semaine. Nous allons ensuite lui afficher si ce jour correspond à un jour de la semaine ou si ce jour correspond à un jour du week-end. Comme exemple, si l'utilisateur saisit la valeur lundi, on va lui afficher semaine. Et lorsque l'utilisateur saisit par exemple la valeur samedi, on va lui afficher week-end. Donc nous allons modifier un peu le code que nous avons initialement pour répondre à ce besoin. Donc ici, vu que les valeurs saisies seront maintenant des chaînes de caractères, donc on n'a plus besoin de réaliser cette conversion. Donc je peux juste enlever ça. Et je peux dire maintenant saisir le nom du jour. Donc ce sera une valeur qui sera récupérée en tant que chaîne de caractères. Donc nous allons mettre en place notre switch case ici. Donc on va faire la comparaison ou la vérification de l'expression jour. Donc on va évaluer cette variable pour voir si elle correspond à des valeurs prédéfinies que nous allons définir. Donc ici je mets le case, je vais dire si la valeur correspond à lundi ou si la valeur correspond à mardi. Donc ici c'est pour vous faire voir une deuxième façon d'écrire la structure, le switch case. Donc sinon si la valeur correspond à mercredi, sinon si la valeur correspond à jeudi, ou vendredi, donc en faisant cela, je demande au moteur JavaScript de vérifier
d'évaluer cette expression. Et si jour correspond à l'une des valeurs suivantes, alors j'effectue une action donnée. Donc là, je vais mettre en place ici, je vais dire ici, console.log. Je vais dire ici que c'est en semaine. Donc je mets ici semaine. Donc je vais mettre ici un break pour dire que je vais arrêter, interrompre l'exécution, arriver après l'exécution de cette instruction. Donc je vais mettre en place maintenant les autres cas. Donc je vais dire que si cela correspond à samedi, donc si cela correspond à samedi, ou que cela correspond à dimanche, alors je vais afficher le message week-end. Ici, week-end. Donc je mets un break ici. Donc, je peux également ajouter un cas par défaut. Donc je mets default ici. Et je dis dans ce cas d'afficher le message en disant au cas où l'utilisateur fait une erreur, on va lui afficher le message. On va mettre par exemple erreur de saisie. Donc j'enregistre. Donc j'explique encore une fois ce que j'ai mis en place ici. Donc là, on va vérifier, le switch va prendre cette expression, c'est-à-dire la valeur saisie par l'utilisateur, va faire une comparaison par rapport à la liste des valeurs que j'ai définie ici. Donc dans un premier temps, on fait une vérification. Si la comparaison correspond à l'une des valeurs saisies ici, alors ce message sera affiché. Sinon, on vérifie, encore une fois, on fait la comparaison. Si elle correspond à l'une des valeurs saisies ici, ce message sera affiché. Sinon, on va afficher un message erreur de saisie à l'utilisateur. Donc j'enregistre là, je retourne dans mon navigateur, j'actualise ma page. On me demande de saisir une valeur. Donc je mets Toto par exemple, dans un premier temps, je fais OK. Donc j'ai l'erreur de saisie. Je renseigne la valeur dimanche. Je fais OK. Donc on me dit que c'est le week-end. Je vais saisir la valeur lundi. Je fais OK. On me dit que c'est la semaine. Donc du coup, j'ai le programme qui marche comme escompté en utilisant le switch case. Donc à chaque fois que nous avons une liste de valeurs prédéfinies auxquelles nous voulons réaliser des comparaisons pour exécuter une instruction, on peut utiliser le switch case pour répondre à ce besoin. Et faire attention également à l'utilisation du break, parce que si on ne le met pas, cela peut créer des bugs dans le programme que nous sommes en train d'écrire. Donc voilà pour cette première partie sur les structures de contrôle en JavaScript. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment mettre en place les itérations en JavaScript. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.